La différence, c'est l'exposition médiatique. Mais j'ai toujours consacré du temps au rugby en parallèle de ma vie, qu'elle soit étudiante ou professionnelle. Puisque président de club, c'est un boulot de dingue. Président de ligue, c'est un boulot de dingue. Et président de fédération, c'est un boulot de dingue. Voilà. Je bosse 7 jours sur 7 sur à peu près tous les sujets. Et comment c'est possible ? C'est possible parce que c'est mon alignement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je croise pour la première fois de ma vie mon invité d'aujourd'hui il y a plus de 20 ans. Nous sommes deux entrepreneurs qui débutons à ce moment-là et je me souviens de quelqu'un très ouvert, très naturel. Les années passent, je le perds un peu de vue et je vois son nom réapparaître, non pas dans les échos, mais dans l'équipe. En effet, mon invité d'aujourd'hui a réussi à concilier direction d'entreprise et présidence d'une grande fédération sportive française. Famille d'origine languedocienne, mais né à Paris, il se passionne pour le ballon ovale très jeune et évolue en club pendant 12 ans avant de finalement mettre cette passion de côté pour se consacrer à ses études de commerce. Une fois diplômé, il prend un chemin peu traditionnel pour l'époque, l'entrepreneuriat. Il lance avec son associé l'agence Co-Spirit, mais le rugby n'est jamais très loin. Et finit donc par le rattraper d'abord en tant que bénévole, puis en intégrant les institutions sportives. En 2023, après des années de bataille contre l'ancien président Bernard Laporte, il parvient à être élu à la tête de la fédération de rugby avec une large majorité des voix. Ses rencontres, sa relation à l'échec, sa passion du sport, son énergie, l'articulation de sa vie d'entrepreneur avec ses engagements sportifs, il nous dévoile les coulisses de son parcours et nous explique comment il compte faire de sa fédération, la Fédération française de rugby, une fédération à mission. Bonjour Florian Grille. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, je vis une vie très intense et très alignée, donc elle me plaît. Ah, j'adore, tu m'intéresses là, tu me parles d'alignement. C'est un terme que tu utilises souvent ? C'est mon mantra, c'est un terme qui guide ma vie tout le temps, c'est d'essayer de... J'essaye toujours de me dire, est-ce que je suis cohérent avec ce que je suis, avec ce dont j'ai envie, avec moi-même, avec mes compétences, avec mes limites. Et donc, je cherche l'alignement en permanence. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais en toi très jeune ou c'est quelque chose qui est apparu au fil des années ? C'est quelque chose que j'ai maturé petit à petit. Mais tu vois, par exemple, on démarre plein tube. Hein. Par exemple, la création d'entreprise, je considère qu'à un moment, ça s'impose à toi plus que tu ne le décides. Et quand j'en parle un peu vulgairement, je dis c'est comme une envie de pisser. Tu ne maîtrises pas, donc c'est une nécessité. Tu ne peux pas te retenir, c'est ça que tu veux dire. Tu ne peux pas te retenir. Et en fait, quand j'ai basculé, je me suis aligné avec moi-même. Mais oui. Ça, je m'en suis aperçu plus tard. Mais là, tu avais 29 ans, donc là, c'est quand même ça reste encore assez jeune. Et même 27, en fait, parce que la première était à 27. D'accord, donc avant Co-Spirit, mais c'est quand même déjà assez jeune. Cet alignement, à ce moment-là, à 27 ans, tu le définis pas comme ça. Non, à l'époque, je le définis absolument pas comme ça. Mais je sens que j'ai besoin de ça. Et après, c'est en maturant avec le temps après que petit à petit, j'ai ressenti cette idée de l'alignement. C'est ce qui fait que tu as été certainement encore plus dans la tourmente quand tu as combattu pour la fédération, parce que là, tu te considérais que le camp adverse était très désaligné pour le coup. Ouais, alors moi, j'ai jamais voulu parler de camp. J'ai jamais voulu parler d'opposition. C'est une grande famille, c'est ça que tu vas me faire, tu vas faire croire ça ? Non, mais pas du tout. Mais tu sais, il y a pas assez de bénévoles dans le rugby pour se priver de la moitié d'entre eux. Quand je pense que Bernard Laporte a beaucoup politisé, et ses équipes ont énormément politisé la Fédération française de rugby. Et moi, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. J'ai tendu la main à des gens qui étaient entre guillemets de l'équipe adverse, et ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on reviendra que tu as été élu président, parce que tu as justement d'essayer de dire il y a une fédération, il y a un sport, et il faut qu'on soit ensemble pour qu'il soit mis en avant. Tu es donc né, tu as grandi à Paris, alors ça, t'es la première génération, t'es comme moi, moi je viens du sud-ouest, toi c'est du sud-est, mais nous sommes l'un et l'autre la première génération à être expatriés, donc deux grandes sœurs et un petit frère. Donc ton papa, Alain,
Et t'es passionné de rugby, comment ça se passe? Parce qu'il vous a mis très rapidement avec un ballon entre les mains. C'est vraiment comme ça? Alors non, en l'occurrence, mon frère et moi, on a fait plein de sports en fait. Moi j'ai essayé tout. J'ai dû faire au moins une fois du judo, au moins une fois de l'escrime, de l'équitation, etc. Et puis un jour, mon père, qui avait fait un petit peu de rugby, mais pas énormément. Pas plus que ça, quoi. M'inscrit au PUC. Et là, j'ai eu une espèce de révélation quasi instantanée. Cette passion se déclenche assez vite après chez toi. Ça me fait penser à Antoine Dupont. Évidemment, on ne pouvait pas t'accueillir sans parler d'Antoine Dupont. Donc, on est d'accord pour dire le meilleur joueur au monde. On est d'accord? Alors lui, je suis même sûr que lui dirait pas ça. Il le dit pas parce qu'il est très humble, mais on peut lui dire à sa place. Mais même pas, parce qu'au rugby, on est... C'est un sport de... C'est un sport d'équipe. C'est un sport de dépendance. Il y a quand même quelqu'un qui est élu chaque année le meilleur joueur du monde. Oui, mais ça, c'est les médias. Mais quand tu es joueur de rugby dans une équipe de rugby, tu sais à quel point tu es dépendant des autres. Et je pense que ce qui glorifie, ce qui grandit le rugby, c'est d'assumer complètement cette interdépendance. Et c'est peut-être ce qui nous préserve de rester le sport qu'on est. Ce qui nous permet de rester le sport qu'on est. On revient sur Antoine Dupont. Il était assis à ta place il y a quelques temps de ça. Et je vais le citer. Je me souviens quand on avait 14-15 ans, même plus tôt pour lui, on allait au stade. Moi, tant qu'il faisait jour, qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer. Est-ce que ta pratique, quand toi, t'es arrivé dans ce monde du rugby, c'était la même chose? C'est devenu une passion absolue? Ouais, ce qui est devenu la passion absolue, c'est les copains. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand tu demandes à des gamins ou des gamines maintenant qui ont joué à l'école de rugby leurs souvenirs, ils te disent les voyages en bus et les goûters. Mais dans 90% des cas, c'est ça. Et puis après, tu as quelques joueurs, tu vois, moi j'ai été président de l'ACBB après avoir joué au PUC, l'ACBB Rugby, le club de Boulogne-Billancourt, où il y avait le petit Antoine Gibert. Antoine Gibert, qui va peut-être faire sa première cape avec les Bleus, c'est un peu comme ce que raconte Antoine. C'est un gamin qui voulait tout le temps rester. Et il avait en permanence un ballon de rugby dans les mains. Son père était le vice-président du club, en charge de l'école de rugby. Et le gamin, il était là tout le temps. Et il jouait à la balle libre. Donc on parle du Paris Université Club, donc le PUC. Tu joues aux deuxième ligne. Ça se passe très bien, puisque tu deviens vice-champion de France et capitaine. Donc là aussi, tu avais déjà très rapidement cette volonté de rassembler pour être capitaine. Tu voulais en faire ton métier à ce moment-là? Alors au PUC, on avait beaucoup de joueurs qui étaient à la Canale, le sport-études. Et là, pour le coup, moi, j'ai eu envie de me poser la question d'aller au sport-études. Et puis, j'ai commencé à en parler à mes parents. Et mes parents m'ont un peu dissuadé. Et je pense qu'ils ont bien fait. Tu leur as voulu sur le moment? Non, parce que je pense que j'ai vraiment pris la décision moi-même. Et pareil pour, tu vois... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'as dit non, finalement? Sincèrement, je réussis pas à me... T'as fait pile ou face à un moment? Non, je me suis dit que j'avais aussi envie de faire des études. Je ressentais quelque chose d'autre. J'avais à la fois la passion... En fait, j'avais envie d'avoir cet équilibre. Et de la même manière, dans ma vie entrepreneuriale, j'ai voulu garder le rugby. Et pendant mes études, en prépa, je faisais du rugby 3 fois par semaine, puisque c'est l'année où on est vice-champion de France en junior échelle. Et je m'entraînais 3 fois par semaine, et les gens en prépa me disaient « Mais t'es fou !» Et en fait, non, j'étais pas fou. Parce que si j'étais pas aligné avec cet équilibre entre le rugby et la prépa, je pense que j'aurais pas réussi ma prépa. Bon, après, la décision que j'ai prise, qui était pas simple, c'est que on savait qu'on avait une très belle équipe, qu'on pouvait aller loin, et donc je suis capitaine, mais je joue pas la finale. Parce que t'as le lendemain les euros d'HEC. Et là, est-ce que tu hésites à dire on peut faire les deux? Non, t'es sûr? Non, mais en plus, pour m'enlever ce poids de la décision de dernière minute, j'avais regardé les calendriers. Dès le départ. Dès le début. Et en fait, j'ai pas joué la demi-finale du tout. Et j'étais là pour la finale parce qu'il m'avait dit il faut que tu sois là, etc. Et donc j'étais remplaçant sur la feuille de match. Mais c'était clair que je rentrais pas. Et c'était mon choix. Défaite, mais ça change rien parce que... Est-ce que... Oui, ça n'aurait pas changé si t'étais... Surtout on perd large contre Colomiers. J'ai même plus le score en tête, mais... un des grands regrets ou le chemin était... Non, parce que je suis pas... Je suis pas du genre à ressasser. Bien sûr, après, en fait, on s'en rend pas compte. Quand on est gamin, on sait même pas à quel niveau on joue. On joue avec ses potes.
Et on se dit que des finales, il y en aura d'autres. Bon, moi, c'est la seule finale de ma vie. Il n'y en a pas eu d'autres. Même la finale du village. Voilà. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu es admis à HEC. Ouais. Si on parle de transmission, parce que je disais en introduction, tu es cette première génération qui n'habite pas, qui ne grandit pas, qui n'habite pas dans le sud-est. Est-ce que tu as réussi à continuer à avoir ce lien, à le construire? Est-ce que tes parents... Là, on va parler évidemment d'un domaine qui était très proche, mais est-ce que tu le vois souvent et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, génération après génération, à continuer à donner à tes proches et par rapport aux gens qui n'ont pas justement un domaine comme le vôtre, qui est un domaine viticole depuis plusieurs générations, comment tu l'as vécu Mais moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être parisien. En fait, nous, on est donc une famille de viticulteurs depuis 6 générations. C'était mon arrière-grand-père, puis l'arrière-grand-père, puis ma grand-mère, puis ma mère, puis ma sœur. Ta fille, ma fille s'y Émilie, prépare, qui est là-bas. ça sera peut-être, elle n'est pas là-bas, elle fait des stages dans d'autres propriétés pour l'instant, et on verra si c'est elle ou si c'est une autre organisation, peu importe. Mais ma mère s'occupait de Langaran et y était en moyenne. Donc c'est le château, on appelle ça le château de Langaran. À côté de Montpellier. Ma mère s'occupait de la propriété et y était en moyenne 2 semaines et demie par mois. Et moi, j'ai passé toutes mes vacances d'été. On ne se posait même pas la question d'aller ailleurs qu'à Langaran. Et toutes les vacances scolaires, j'étais à Langaran. Donc, pourquoi tu ne grandis pas à Montpellier? Parce que mon père... Il était lui de l'autre côté aussi. Alors lui, il était... Chante de l'Atlantique. Mais sa mère était... sa mère était... C'était le côté viticulteur et son père était quincaillier à Nîmes. Et lui, c'est vraiment l'ascenseur social. Fils de quincaillier à Nîmes. Il fait Polytechnique. Et puis, il fait une carrière exceptionnelle. Il devient effectivement président des chantiers de l'Atlantique. Mais il était quand même basé principalement à Paris. Et donc, pour sa carrière, on était basé à Paris. Et ma mère faisait des allers-retours. Alors, sur de la longue durée, en fait, dans la vigne, tu as la période des vendanges, tu as les traitements, tu as la taille. Et donc, tu n'as pas besoin d'être physiquement présent tout le temps. Mais grosso modo, toutes les vacances d'été, toutes des périodes entières de vacances, on y était parce qu'on suivait ma mère. Et voilà, c'était une organisation comme une autre. J'ai jamais fait une rentrée avec ma mère. Et 2 choses par rapport à ça. 1, le fait que ta maman n'était pas toujours présente, ainsi que ton papa. Vous avez été assez autonome, rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois avec un peu de recul qui t'a manqué? Tu dis, j'aurais aimé faire différemment. Est-ce que c'est un regret pour toi? Est-ce que c'est un regret pour eux, quand ils t'en parlent aujourd'hui? Mon père est plus là. Excuse-moi, quand ils t'en ont parlé par la suite. Non. Écoute... Ils étaient très impressionnants. En fait, moi, je pense que avec mes frères et sœurs, on a conscience d'avoir des parents qui étaient très, très impressionnants. Parce que ma mère est une femme qui arrive dans le milieu du vin, en Languedoc, qui change tout. Qui dit, on va faire de la qualité, on va... à l'époque, on faisait du 150 hectolhectares, on faisait pisser la vigne, comme on dit. Et elle dit, on va faire du 40 hectolhectares, on va faire de la qualité... On vendait toute la récolte à Monoprix qui mettait en bouteille sous la marche Château Langaran. Et du jour au lendemain, elle dit « J'ai rompu le contrat avec Monoprix ». Elle avait commencé à faire de la qualité, à gagner des médailles au concours général agricole. Enfin, une femme de tête, une femme forte, impressionnante. Et mon père, fils de quincaillier, polytechnicien, qui devient président des chantiers, qui transforme les chantiers. À l'époque, il faisait des super tankers. Il a transformé, c'est lui qui a fait la réforme des chantiers en les transformant en hôtels de luxe flottants. Donc, tu as des parents qui sont très impressionnants, mais c'est vrai, pas toujours là, très pris dans leur business. Et moi, personnellement, ça m'a pas gêné, ça m'a plutôt inspiré. Mais l'objectif, c'était de ne pas être écrasé. Ouais. Petit détail, parce que je le dis avec beaucoup d'émotion, quand j'ai profité d'une récente visite au club de Saint-Nazaire pour aller visiter les chantiers, et j'ai été reçu par l'actuel directeur des chantiers, qui m'a dit que le jeune ingénieur, c'est mon père qui l'avait recruté. C'était très émouvant. La boucle est bouclée. Tu parles de tes parents. Ouais. Vous avez 2 enfants. Tu t'es dit, moi je vais essayer de faire vraiment différemment, ou tu as fait un peu la même chose avec ton épouse? Je pense qu'on essaye d'être des parents inspirants. Et qu'on a des enfants, enfin moi ma fille qui s'est lancée dans le vin sans qu'on lui demande rien. Elle a été un peu picousée quand même. Oui, mais tu vois, mais rien ne l'a prédisposée à ça. Et un jour, elle nous a dit, mais en fait, c'est ça. Elle a fait un master 20, et puis après, elle a dit, je vais apprendre la technique dans le dur, et elle a fait un BTS Viti Ono. Et puis là, elle fait des stages, et son passion, c'est d'être dans les vignes avec un sécateur, de s'occuper des vignes, de les choyer, et d'être dehors, et de vivre la nature. Et mon fils...
bon, qui a fait du rugby, mais il aurait pu faire autre chose. Lui, son truc, c'est de sauver la planète. Donc, il a fait à l'ESSEC un master sur le développement durable. Et maintenant, il travaille dans un cabinet de conseil en biodiversité. Et c'est des gamins qui sont alignés. Comment est-ce qu'on a essayé de les gérer, entre guillemets? Plutôt pas de leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent, mais peut-être d'agir positivement et que ça puisse peut-être les inspirer dans leur vie. Il y a eu un tournant que je vais raconter, qui est un peu particulier. Mais ce qu'on a toujours essayé de faire avec Françoise c'est ma femme, c'est que quand on était là, on était vraiment là. Voilà. Même si c'est peu de temps, c'est l'intensité du moment présent qui compte et pas la durée. Voilà. Parce que bon, quand t'es entrepreneur, oui. Voilà. Et le tournant, quand même, c'est que Quentin, notre fils, a failli se noyer dans sa baignoire. Et qu'il a passé 8 jours en réa. Sans qu'on sache s'il allait vivre ou pas vivre, et puis des conséquences, bien sûr. Voilà. Donc il a vécu, il fait 1m94, il m'appelle le nain, tout va très bien. Et il est top. La conséquence de ça, la conséquence, c'est quand même, je pense que ce jour-là, on a quand même un peu ralenti le rythme, en se disant, ok, ça, je pense que ça a été un choc. Une alerte qui nous a un peu remis les pendules à l'heure, parce que je pense qu'on était peut-être... Françoise, elle a beaucoup bossé en Afrique, etc. Donc voilà, on a un peu calmé le jeu, on s'est organisé un petit peu différemment pour essayer de retrouver un peu plus de temps. Donc, on a HEC, tu te concentres, évidemment, ils sont très contents de te voir arriver, en plus parce que tu es brillant, mais aussi parce que tu vas rejoindre l'équipe. Donc ils sont toujours très contents quand il y a des gens très bons qui rejoignent l'équipe. Donc là, tu passes quelques années à HEC. D'abord, j'ai un accueil qui est dingue. Parce que moi, je suis d'une petite prépa, on n'est que 3 à avoir intégré. Et donc j'arrive à HEC et je ne connais absolument personne. Et on est reçu dans le grand amphi par le directeur de l'école qui fait un discours. Et puis il y a un mec que je ne connaissais pas, qui devait avoir très vieux, il avait la soixantaine à l'époque, donc très très vieux, c'est à peu près mon âge d'aujourd'hui, ou peut-être moins d'ailleurs. Et il me dit bonjour Florian, bienvenue à HEC, tu es seconde ligne du PUC, capitaine de l'équipe Réchelle, etc. Et vraiment, on est très content de t'avoir. Vous connaissez tout ta bio. Et c'était Georges Vinge, ça me permet de lui rendre hommage, qui est le directeur des sports du campus, qui était un passionné de rugby. C'est grâce à lui qu'il y a un terrain de rugby magnifique sur le campus, et qui a fait énormément pour le rugby, et qui m'a accueilli. Et du coup, je me suis senti presque tout de suite comme à la maison, parce que le rugby, c'est la famille. Voilà. Donc là, on se retrouve à la fin de tes études. Quelques années après, tu débutes dans l'entrepreneuriat. Donc... il s'est passé quelque chose, donc j'ai l'impression, ce que je ne savais pas, c'est que tu avais monté une première entreprise avant l'agence de conseil en marketing et médias Co-Spirit Group. Tu montes avec un associé, donc là tu pars pas tout seul, toujours cette idée de famille, de binôme. Donc là c'était avec Olivier de La Voix. Extrêmement peu d'entrepreneurs à l'époque. Tu sors d'HEC à l'époque, il faut se rendre compte, on est dans les années 90. Quand tu sors d'HEC, normalement, tu vas dans la finance groupes, ou dans le marketing. Dans la finance, tu fais des modèles comme ça. Toi, tu prends une direction différente. C'est que tu ne pouvais pas te retenir, tu disais tout à l'heure. Tu étais appelé à ça, c'était une évidence pour toi. Alors, il y avait, et là où c'est un deuxième coup de chapeau, il y avait une majeure HEC Entrepreneur qui s'appelait la majeure HEC Entrepreneur. HEC qui s'appelait la majeure HEC Entrepreneur, montée par un type extraordinaire qui s'appelait Robert Papin. Et Robert, qui vit toujours, que j'ai encore de temps en temps au téléphone, avait fait un truc vraiment atypique. Alors, c'était extrêmement demandé, il y avait plein de gens qui avaient envie de faire cette majeure. Mais paradoxalement, tous les gens qui faisaient la majeure, il y en avait effectivement très peu qui entreprenaient. Et donc, je sais pas, de ma promo, on est peut-être 2 sur 300 étudiants à HEC à avoir in fine créé leur entreprise. Donc, c'était pas dans l'air du temps. Mais quand même, moi, je rends hommage à Robert Papin parce que... merci de le dire, c'est un des tout premiers professeurs à avoir dans quelques écoles de commerce, avoir sublimé l'entrepreneuriat. Alors, il y a des gens qui disent parfois ça ne s'apprend pas l'entrepreneuriat, ça se vit, c'est des échecs souvent, mais en tout cas, il l'a fait. Dire, toi, tu l'as tellement apprécié que tu es même aujourd'hui parrain, puisque je sais que tu es parrain d'une promo, d'ailleurs une promotion que je connais assez bien parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, Charles-Henri, qui me disait, qui a fait HEC Entrepreneur, vous appelez ça, je crois, entre vous, Pineur, c'est ça, c'est un nom très sympathique, et donc il me disait que tu avais été parrain de promo aussi. En 2003, oui, parrain de la promo 2003. Donc, elle vient d'où l'idée, là ? Pourquoi Olivier, d'ailleurs, en tant que partenaire ? Donc, la première boîte,
En 91, 94, c'est Cospirit. C'est une publication sur le management que je crée en parallèle de mon début d'activité professionnelle. Avant Cospirit, t'es allé dans quoi, toi? Moi, j'ai bossé dans la presse, au Figaro, à France Soir. France Soir, dis donc. Le portage à domicile du Figaro, plutôt dans la partie logistique, presse. Voilà. Et puis après, j'avais une copée à faire. Et donc, le groupe m'avait envoyé à New York pour s'occuper d'un petit journal qui s'appelait France Amérique. Qui existe encore. Qui existe encore. Et surtout pour faire, pour le compte du vice-PDG du groupe de l'époque, Philippe Villain, pour faire une veille sur les médias américains, ce qui se passait. Donc il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait la presse gratuite. Et donc j'avais suivi un petit peu tout ce volet-là. Quand je rentre en France, j'ai cette idée de créer une publication sur le management qui va synthétiser des livres de management qu'on a appelé Business Digest, qui existe encore et que j'ai créé en parallèle, mais sans complètement me lancer. Ça existe encore et c'est l'activité qui est dirigée par ma femme. Donc je m'en occupe absolument pas. Et donc là, tu fais ça et puis tu te dis on va monter certainement autre chose. Olivier, tu le connaissais déjà? On bossait ensemble dans le groupe Figaro France Soir. On était potes. Pour faire simple, Philippe Villain a été remercié du jour au lendemain par l'actionnaire Robert Hersan. Robert Hersan, je le vois, il me convoque, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Je me souviendrai toute ma vie de ce rendez-vous parce que c'était quelqu'un d'assez impressionnant. Moi, je ne l'avais jamais vu. Je pense que pendant les 2 heures de rendez-vous, il a dû parler 10 minutes et moi 1h50. Et il me regarde en plissant les yeux et il me dit... écoutez, si vous voulez, je peux vous donner la direction générale de titre de... J'étais très jeune, j'avais 27 ans, de presse quotidienne régionale du groupe. Et je lui ai dit, avec l'arrogance de la jeunesse, je lui ai dit, mais moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, ce qui m'intéressait avec Philippe Villain, ce qui était marrant, c'est qu'on avait des responsabilités qui d'ailleurs étaient indécentes pour cet âge, au regard de l'âge qui était le nôtre. L'expérience, oui, bien sûr. Parce qu'on a monté le portage à domicile du Figaro, c'était des centaines de personnes. Ouais. Alors, c'était une grosse organisation, on avait une grosse... voilà. Donc, on avait monté plein de choses. Et je le regarde, je dis, mais moi, je peux pas... J'ai envie de développer. Et il me dit, montez votre propre entreprise, c'est la seule chose qui vous rendra heureux. Donc là, tu t'es dit, ok, j'ai écouté la voix de la raison. Et c'est là, tu te dis, tu sors de ce rendez-vous avec Olivier, tu dis, on y va? Bah ouais, en fait, je sors de ce rendez-vous. Voilà, et en fait, on savait pas exactement ce qu'on allait faire objectivement, mais on savait qu'on avait envie d'entreprendre. Donc, on a imaginé, vraiment le truc, un petit guide de restaurant gratuit distribué dans les boîtes aux lettres, avec du public rédactionnel. Et puis ça c'était un premier truc. Et puis après on a imaginé... Ouais, c'est dans la presse en fait, c'est ça. Dans la presse, et puis après on a imaginé, il y avait beaucoup de catalogues distribués dans les boîtes aux lettres par le retail, les grandes enseignes de distribution. Et on a imaginé qu'il fallait contrôler la qualité de distribution de ce truc-là, parce que les Carrefour, les Auchan, etc., dépensent des sommes hallucinantes. C'est un marché d'1,5 milliard, 2 milliards d'euros aujourd'hui, sans qu'il y ait d'outils de contrôle. Et on s'est dit, tiens, pour le contrôle, on va prendre des anciens gendarmes, parce que le gendarme est à la retraite tôt, il sait se déplacer sur le terrain et il a le sens du contact. Et donc moi je suis parti, j'ai quitté le groupe Figaro 6 mois avant Olivier, j'ai démarré l'activité, puis Olivier m'a rejoint au bout de... Et qui s'appelait comment ? Ouais, au début, cette idée-là, avant de s'appeler Cospirit, ça s'appelait SDGP. Oh là. Et puis après, on se dit, il faut quand même donner un peu de sens. Et donc au départ, c'était vraiment ça, c'était embaucher des gendarmes pour arriver à traquer. Embaucher des gendarmes, on a eu, je crois qu'on a eu un lieutenant-colonel à la retraite qui a fait le boulot, et on a embauché des gendarmes, beaucoup de gendarmes qui faisaient des contrôles, qui avaient des missions de contrôle, parce que nous, on était jeunes, sortis jeunes étudiants, on savait très bien que les enquêtes faites par les étudiants, c'était quand même un peu olé. Le gendarme, il était fiable. Tu peux pour les gens qui nous écoutent et qui entendent parler de Cospirit pour la première fois, nous expliquer en 30 secondes, qu'est-ce que Cospirit ? C'est une agence média. Voilà, c'est une agence média, donc ça veut dire une agence média, qu'est-ce qu'on fait ? On conseille et on achète de la radio, de la presse, du digital, du programmatique, du hors-média, du retail média, voilà. On est donc un client Carrefour un annonceur nous dit j'ai un budget de X millions d'euros, 20 millions d'euros, aidez-moi, je veux toucher tel et tel type de personnes, aidez-moi à le faire de manière optimisée. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis aujourd'hui.
tu le définis comment? En 95-96, ça commence à... On a fait une adaptation. Moi, je suis un entrepreneur. Donc tu t'adaptes. Je m'adapte. Nous, on a démarré plutôt dans le hors-média, puisque tu vois, contrôle des catalogues, gratuit, distribué dans les boîtes aux lettres. Très local. Ensuite, arrive Internet. On se dit, on ne peut pas rater ça. Et donc on se dit, on va rentrer dans ce truc-là, comment on va faire? Et on voit une petite société d'études. Mediatrack, non? Voilà, Mediatrack, une petite société d'études basée à Lyon avec 10 personnes. Alors nous, on avait pas mal grandi sur notre activité, on était déjà une petite trentaine. Et puis on voit une petite société d'études basée à Lyon avec une dizaine de personnes, dont une personne qui avait commencé à faire stagiaire, qui avait commencé à faire, à la demande de clients, une forme de média planning. Ça ne s'appelait pas encore comme ça. Internet, c'est-à-dire de mettre des pubs sur Internet. Ouais, mais comment on fait? Où est-ce qu'on peut en mettre? Là, on est en 97, 98 ? Ouais, on est 97, c'est ça. Et puis on rachète cette boîte, on fusionne. C'est là qu'on décide que le nouveau groupe constitué, qui est donc plutôt hors média et Internet, va s'appeler Cospirit. L'activité média, on l'appelle Mediatrack. On développe beaucoup l'activité média et puis après, on a fini par appeler le groupe Cospirit pour avoir un seul et même nom. Donc là, c'est les années où je te rencontre pour la première fois. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais on était tout jeunes et je me souviens t'avoir rencontré à ce moment-là avec tes équipes. Ça grandit bien. Ça grandit très vite, très bien. Trop vite. On a fait se casser. Et donc là, 2000, 2001, éclatement de la bulle. On a failli déposer le bilan. Ouais, c'est ça. On est en fait donc Internet. On reprend cette petite société et en fait on explose dans le bon sens du terme. Dans un premier temps, c'est quoi, de 30 ou 40 personnes, on monte en l'espace de quelques mois, années, à 180 personnes. Et on ne peut pas financer ça tout seul. Et donc, on décide de faire une levée de fonds auprès d'un investisseur. Auprès d'investisseurs, on a le choix entre 3 investisseurs. Et on se dit, nous, dans la ruée vers l'or, on est plus malin que les autres parce qu'on vend les pelles et les pioches. Sauf que quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus de pelles et de pioches non plus. Et donc, du jour au lendemain, tous les clients du digital, les The Bank, Au Féminin, etc., qui étaient devenus nos clients et qui venaient à nous. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin d'aller chercher des clients. S'arrête, le monde s'écroule. Donc on avait levé des fonds, et les fonds qu'on a levés, on les a utilisés à recruter des gens qu'on a été obligé de faire partir, et on est redescendu de 180 à 30 personnes. Wow. On a perdu 80% du chiffre d'affaires en 6 mois. Ça a été d'une puissante pour ça que, et pour ça que, alors là, et là, si t'es normalement constitué, tu doutes. Parce que tu vois, moi, je sors d'HEC, ça se passe bien. T'as toujours réussi, en fait. Jusqu'à ce moment-là, tu as toujours réussi à ce moment-là. Jusque-là, tout marchait. Il y avait quand même eu l'histoire de Quentin, l'accident de Quentin, mais sinon, dans le business, professionnellement... Tu étais toujours premier de ta classe depuis tout petit. Non, parce que j'ai fait quelques conneries. D'accord. Mais en tout cas, tu as toujours été bon, la trajectoire était assez définie. La trajectoire était... T'as fait des conneries, quand même? Non, mais à l'école, je n'ai pas toujours été. J'ai pas été premier de la classe, non. Non, j'ai quand même fait beaucoup de rugby et puciste. Hein, ça dit que. Donc là, c'est le cul. Ça dit une capacité à déraper parfois. D'accord. Mais non, mais donc là, c'est le premier grand échec. Ah, mais c'est énorme. Tu as 33 ans là. Et là, je me dis, mais comment tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu as. Et en fait. Tu n'as pas vu le truc, quoi. Comment tu n'as pas vu le truc? Et la force, d'abord, c'est qu'on a énormément communiqué. C'est-à-dire que. On a dit à toutes les équipes, on a parlé, on a été transparent, on a expliqué. Il y a pas eu de casse sociale. Les gens étaient très jeunes, on était dans la bulle digitale, mais on a beaucoup parlé. On est redescendu. Le management s'est pas mis les cendriers à la figure. On s'est entendu, on a parlé. Les investisseurs ont un peu ouvert le parapluie alors qu'on était en directoire et conseil de surveillance, qui est une structure très protectrice, puisque eux étaient dans le conseil de surveillance, donc sans responsabilité. C'est moi qui leur dis « Attention, c'est en train de partir en vrille ». Et le lendemain, je reçois une lettre recommandée me disant « On est responsable de rien ». Grosso modo, ça voulait dire ça. Donc ça, pour prendre une image rugbystique, j'ai eu un peu le sentiment d'être dans une bagarre générale et de me retourner et qu'il n'y ait plus personne, quoi. Donc voilà. Mais heureusement, avec Oli... T'as pas été très accompagné? Non. Après, tu les as revus après? Oui. Après, ils sont restés. Ils sont restés et ils ont été très surpris de voir que ça remontait. Et puis on a fini par les racheter. Enfin, j'ai fini par les racheter en 2007. Mais entre-temps,
J'ai été caution perso. J'ai fait ce que Robert Papin m'avait expliqué qu'il fallait surtout jamais faire. J'ai cautionné ma maison, hypothéqué. J'ai une femme qui m'a dit « je te fais confiance ». Je me suis dit que la seule solution, c'était de bosser. Mais ça a mis du temps, hein, parce que l'explosion de la bulle, on perd 80% du chiffre d'affaires en 6 mois, c'est 2001. On regagne des sous en 2003. Et puis je peux raconter des anecdotes. J'ai un jour un banquier, je ne vais pas citer la banque pour être sympa avec elle, où l'interlocuteur vient me voir et me dit je suis votre nouvel interlocuteur, mais je suis de la structure de la diffusance de la société en question, de la banque en question, et j'ai qu'un seul objectif, c'est de récupérer votre maison. Et j'ai dit vous sortez. Tu déconnes. Non. Ça a été si belle que ça, ta maison? Elle était voilà. Donc j'ai dit vous sortez. Et puis en 2003, on a regagné des sous. Et puis en 2006, en 2006 ou 2007, on a racheté les investisseurs. Est-ce que ça t'a pas fait devenir bien meilleur, plus sage, plus attentif? Ah mais bien sûr. Que si tu avais encore un succès, plus un succset. Ah mais là tu es devenu je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Ouais. Je pense que ça c'est dur à se dire, hein. Pour les gens qui nous écoutent, hein, ceux qui sont en train de vivre des moments compliqués, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est d'autant plus dur que moi j'ai fait un ulcère de la cornée. Ma femme peut te raconter que j'ai failli me jeter par la fenêtre tellement c'est douloureux, parce que ça travaille dans l'œil, etc. Un ulcère de l'estomac. Vraiment, par le stress. Par le stress. De ne pas... Par le stress, par le sentiment de responsabilité vis-à-à-vis des gens. Enfin, quand tu dois faire partir des gens, même s'il n'y avait pas de drame social, on n'était pas on était en région parisienne, etc. Mais le stress que ça représente, la tension que ça représente vis-à-vis déjà de soi-même, tu te questionnes, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Et puis après je me suis dit t'as qu'une seule responsabilité, c'est la solution de facilité, c'est de fermer. Et moi je sais pas, je me suis dit il faut continuer et ça va marcher. Et ma femme m'a encouragé. Aujourd'hui, c'est quoi la taille de Cospirit? On est 230 personnes, on fait 35 millions de chiffre d'affaires, voilà. Et 750 millions de volume d'achat d'espace. Florian, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie beaucoup de te poser une question surprise. On l'écoute. Bonjour Florian, bonjour Alexandre. Florian, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 30 ans, quand on a démarré notre aventure, on est allé à quelques conférences sur la création d'entreprises. Et le plus souvent, les conférenciers nous expliquaient tous les affres qui guettaient le chef d'entreprise. À l'époque, le mot start-up n'existait pas. Il y a un conférencier qui nous a expliqué que le plus dur dans la création, c'était de savoir où s'arrêtait l'obstination et où commençait l'entêtement. On a fait preuve de beaucoup d'obstination. Quant à l'entêtement, j'ai oublié. J'ai une question pour toi. Maintenant que tu sais ce que tu sais, si on pouvait remonter le temps, quel conseil tu nous donnerais? Donc on parlait d'Olivier. Il te pose cette question-là. Quel conseil tu pourrais donner? On remonte le temps. Je pense qu'il faut s'écouter. Et il faut encore plus s'écouter. Je pense que la plupart des choses, on les sent intuitivement. Et il faut aller chercher et en fait, il y a des choses qu'on a senties, soit Olive, que j'appelle le baron, du coup, tout le monde saura quand on l'appelle le baron. Soit Olive sent, soit que moi on sent, et qu'il faut aller écouter au fond de ses tripes, et que quand il y a quelque chose qu'on sent, en général, il se réalise de manière beaucoup plus forte. Je pense qu'il faut écouter ses intuitions. Et il y a des moments très précis où tu te souviens que tu n'as pas écouté ses intuitions? Bien sûr, avoir des sur des personnes, sur des choix de personnes. Ouais. Bien sûr, sur des choix de personnes. Sur des investissements qu'on a pu faire, sur des choix de personnes. De toute façon, moi, je suis mu par le doute en permanence. C'est-à-dire que la réalité, c'est que je ne suis pas du tout pétri de certitude. Je ne cesse de me remettre en question, de questionner. Et est-ce qu'on a raison de faire ça? Et est-ce que surtout dans un métier des médias qui change en permanence. Là, toutes les cartes vont être basculées avec l'intelligence artificielle. Et moi, je trouve ça enthousiasmant. Là, par exemple, on est en train de gérer, tu vois, on racontait il y a 30 ans, le catalogue distribué en boîte aux lettres. Après, on a développé une activité de conseil très forte autour de ce métier-là, mais ce marché du catalogue distribué en boîte aux lettres, il est en train de disparaître. Donc c'est 1,9 milliard ou 2 milliards qui sont en train de changer. Donc nous, on le bascule vers les médias locaux. Mais au forceps,
il a fallu repositionner au fur et à mesure le groupe à chaque fois. Donc on est dans de l'adaptation permanente. On parlait de tes activités professionnelles. On va parler également maintenant du rugby, du sport. Rugby, alors, on parle plus tellement du PUC là, parce que tu as inscrit ton fils, pas au PUC, mais à l'ACBB, donc l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Quelle folie! C'est incroyable ça, toi qui étais amoureux de transit du PUC. Le destin. Toi, tu penses que ce moment-là, t'arrives 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard. Tu penses qu'il y a ce moment-là où tout ça est un début, parce que tu vas commencer à entraîner, tu vas entraîner de plus en plus, tu vas être bénévole, tu vas terminer président du club, et ainsi de suite. Et là, on se retrouve président de la fédération française de rugby. Ouais, le hasard, je crois pas, je crois pas beaucoup au destin. Je crois à l'engagement qui produit des effets. Voilà. Je crois au travail qui produit des effets. Je suis pas, il y a pas de miracle. Il y a du boulot ou de la passion. 2016, là, une liste importante, parce que là, ça y est, tu viens au niveau national. On a une liste qui est menée par Pierre Camus pour intégrer cette fois-ci le comité directeur de la Fédération française de rugby. Donc, ça se passe bien jusqu'à l'élection, parce que l'élection finale, c'est pas exactement le résultat souhaité, parce que Bernard Laporte remporte cette présidence. Mais tu intègres à ce moment-là le comité directeur. L'année d'après, tu continues. Là, cette fois-ci, tu es président de la Ligue régionale Île-de-France, qui est une grande ligue pour le rugby. Ta relation à l'échec, là, tu as 13 clubs. Est-ce que là... Alors zéro. Zéro. Tu dis, on repart. Allez, ça repart. En 4 ans, ça sera nous. Je vais te dire, il y a le résultat de l'élection. Je vais serrer la main de Bernard Laporte. Ouais. Moi, je pense qu'on apprend ça au rugby. On apprend à perdre. Puis dans mon métier média, on fait beaucoup de pitch, etc. Tu perds souvent quand tu as appris. On perd, on gagne, etc. Moi, je pense que je me suis pris à un vrai apprentissage là-dessus. Et vraiment, je me dis, on a fait... Moi, ce qui compte, et c'est ce que je dis toujours à mes équipes aussi, c'est de faire le maximum. Tu vois, la parabole des talents. C'est de mettre les moyens plus que le résultat. Et moi, je félicite toujours mes équipes avant même le résultat, parce que je considère que le taf est fait quand tu as fait le maximum d'efforts. Voilà. Là, et le seul moment où je suis ému, c'est après, on a un pot avec les bénévoles. C'est quand j'arrive au pot avec les bénévoles et que je vois mon fils en larmes. Alors là... là, ça te prend quand même. Tu continues, tu te dis, je vais pas lâcher le truc. Tu savais qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires aussi qui allaient ressortir. Tu savais. Non, parce qu'on n'a pas fait campagne sur pas les... Pas du tout, toi, pas jamais. du tout. J'ai pas voulu parler des affaires. Mais tu le savais. C'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, la vision qu'on a, c'est une vision sociétale du rugby. C'est de considérer que le rugby, c'est pas juste un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation. Parce que je pense qu'on ne transforme pas, c'est ma petite formule, mais on ne transforme pas que les essais, on transforme vraiment puissamment les personnes. Et c'est un enjeu citoyen. Le rugby a un rôle à jouer dans la société. Et en fait, cette mission-là, cette responsabilité-là, elle me transcende, entre guillemets. C'est-à-dire que, et je me dis pas... Ah là là, machin, t'as perdu, c'est un problème d'ego. Je me dis, le rugby mérite qu'on se batte pour ça. Voilà. Et le mérite mieux que la présidence de l'époque, c'est ce que tu dis, sinon tu irais pas. Bien sûr. C'est parce que je me retrouve pas et je retrouve pas cette vision du rugby et les valeurs portées du rugby dans la gouvernance de l'époque. Et donc là, tu sais qu'il y a des affaires qui courent, donc tu peux imaginer que ça ne dira pas jusqu'à 2024. Il se passe que ça arrive plus tôt que ça. Non, franchement, moi je me dis, je connais pas le détail des affaires et je pense qu'ils ont regagné pour 4 ans. D'accord. Et donc on se prépare. On se dit, ok, c'est reparti pour 4 ans. Et là, ça se passe pas comme ça. Non. Ça se passe pas comme ça, puisque là, il y a des vrais changements qui arrivent. Une démission pas voulue, parce que ça devient, tu vois, dans le landerneau du rugby, tu sens qu'il y a absolument... là, tu commences à avoir un monde qui se polarise extrêmement fort entre les pros Laporte et les pros Grille, en fait. Donc, tu as ces deux mondes-là. Toi, tu quittes à ce moment le comité directeur de la fédération avec tous les yeux de ta liste. À ce moment, les gens se posent des questions. Pourquoi tu as fait ça? Ça laisse complètement la porte aux listes, en fait, contre toi. Et finalement, là, on se souvient peut-être pour les gens mais encore une fois, qui sont un peu loin de ça, il y a eu une question de savoir s'il y avait un pacte de corruption avec le président d'un club, et qui ne tombe pas bien, parce que c'est le club de Montpellier, c'est quand même un club qui est aussi important pour toi.
avec l'appel après de la ministre des Sports à une démission de l'ensemble du comité pour provoquer donc des élections générales. Et encore une fois, là, il faut tirer le chapeau à cette ministre des Sports qui est une ministre qui y va, qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle dit. C'est Amélie Oudéa-Castéra. Donc, on l'a vu, elle a fait aussi, elle a été très combattante aussi pour la Fédération française de football. Il faut des gens qui aident à faire changer les mentalités, les actions. Et je pense que là-dessus, elle a été aussi assez importante. Elle n'était pas d'ailleurs pro-gris ou anti-Laporte. Elle voulait que le sport soit mieux représenté, et en tout cas représenté par des gens qui n'avaient pas forcément des casseroles ou des affaires. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai, dans cette période-là, j'ai respecté la présomption d'innocence, mais ce que j'avais demandé à l'époque, c'est pas la démission de Bernard Laporte, je l'ai jamais demandé. J'ai demandé que tout le comité directeur démissionne pour permettre de retourner devant les urnes, des nouvelles élections, quitte à ce que Bernard Laporte soit élu de nouveau. Et c'était ça la demande. Et en fait, quand la ministre est venue, en demandant ça, en fait, nous, on a assumé nos responsabilités. Et donc, les élus au Val-Ensemble ont démissionné, les élus de la Ligue nationale de rugby ont démissionné, et les élus du comité directeur, en dépit de l'équipe Bernard Laporte, ont refusé de démissionner. Et moi, alors après, il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est une erreur politique grave, etc. Ben non, je crois pas, parce que je pense que quand tu es cohérent avec toi-même, quand tu es aligné, quand tu es droit dans tes principes, je pense. Et puis l'histoire nous a en fait donné raison, puisqu'en juin 2023, quelques mois après, tu deviens le nouveau président de la Fédération française de rugby, après une élection, une élection que tu gagnes largement, puisque tu as 58%. Donc c'est quasiment soviétique, hein, ce score. Attention. J'avais fait mieux. À la Ligue Île-de-France, deuxième élection, 91%. 68 à la première et 91 attention, à la deuxième. Les gens vont se poser des questions. Hein. Tout à l'heure, tu nous as expliqué que être président de PME t'a été utile, très utile pour ce que tu fais aujourd'hui en tant que président de fédération. À l'inverse, est-ce que tu vois des choses qui t'ont été très utiles en tant que président de PME, donc de Co-Spirit, avec ta casquette président de fédération, que ce soit de la Ligue ou que ce soit de la Fédération française? Moi, vraiment, j'y crois. Je pense que le monde associatif a beaucoup à apprendre au monde de l'entreprise, contrairement à ce qu'on pense traditionnellement. Je pense que le monde associatif, c'est l'apprentissage de la nécessité d'embarquer les gens, c'est l'apprentissage du temps long, c'est l'apprentissage de la différence versus l'entre-soi. Tu vois, moi, je suis d'une famille aisée. Le rugby m'a beaucoup aidé parce que le rugby m'a confronté à une diversité dans laquelle je ne serais peut-être pas venu sinon. Et donc, je pense que et moi, dans mon entreprise, d'ailleurs, on pratique pas du tout. Tu vois, moi, je me bats contre le quarter. Je trouve que c'est un non-sens. Le résultat est une conséquence et pas un objectif. On garde les gens dans la durée. On a 3 ou 4 ans de durée moyenne des effectifs, enfin des équipes supérieures à la moyenne marché, mais on a aussi une fidélité des clients qui est 3 ou 4 ans supérieure à la moyenne marché. Enfin, moi, je crois à un modèle un peu différent du monde de l'entreprise, et je pense qu'il est très issu du monde associatif. On parlait tout à l'heure aussi de la fédération. Un sujet important pour toi, c'est de faire que cette fédération soit une fédération à mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous. C'est quoi une fédération à mission pour toi? Nous, on a 4 objectifs. D'abord, les équipes de France, il y en a 13. Masculine, féminine, A7, A15, etc. 2, retrouver du poids de la fédé à l'international. 3, remonter le nombre de licenciés, parce que le paradoxe, c'est qu'on est le 2e sport en médiatisation, mais on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Donc là, il y a un vrai boulot. Et 4, donner du sens, transformer la fédération en fédération à mission. Il y a un rôle sportif, tout le monde le comprend. Il y a un rôle d'éducation. Il faut relancer le rugby dans le monde scolaire. C'est un enjeu pour la société. Quand tu vois le bien qu'on peut faire à la société, etc., regarde la Coupe du Monde, quand ça s'est passé. Et il y a un enjeu citoyen, parce que les clubs sont des acteurs de liens sociaux, et que les clubs font des trucs magiques, le rugby adapté, le rugby santé, l'action dans les quartiers, l'action dans les zones rurales, les job dating, etc., etc. Et c'est ça que j'appelle la fédération à mission, assumer un rôle qui a un rôle sociétal. Tu parlais d'un chiffre qui est choquant, puisque le rugby est le 2e sport médiatique en France, juste après le football, et tu te retrouves 10e après le ken et le kayak, avec 300 000, un peu plus de 300 000 licenciés. Il y en a de plus de 2 millions pour le football. J'entends que c'est
une stratégie importante pour toi. Comment tu y arrives? Qu'est-ce que tu mets en place en ce moment pour ça? Alors, petit exemple. Il y a 2000 clubs de rugby en France. J'arrondis, 1950-2000. Il y a 13 000 clubs de foot. Et en fait, on a fait une étude de géolocalisation des licenciés. À 10 km près, tu divises par 3 le nombre de licenciés. Donc le maillage, c'est le premier, la proximité, c'est le premier critère de la pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est compliqué de créer des clubs, mais développer des antennes d'écoles de rugby. Ça, c'est la première action. Deuxièmement, il faut améliorer la qualité des installations. Parce que ce qui fidélise aujourd'hui, il y a un scandale sur les 2000 clubs de rugby, il y a des endroits où il n'y a pas de vestiaire féminin. Donc il y a des filles qui veulent faire du rugby, on les change dans les vestiaires arbitres. Donc il faut absolument donner des installations de qualité. Troisièmement, il faut redévelopper le rugby dans le monde scolaire. Donc là, on a obtenu, juste après la Coupe du Monde, qu'il y ait 35 000 ballons qui soient dans les 35 000 écoles primaires en France. Améliorer les installations, je l'ai dit. Redonner plus de moyens au local. Les ligues régionales et les comités départementaux, ils n'avaient même pas 5% du budget de la Fédé. Donc là, on a augmenté de 50%. Malgré le déficit de la Fédé, on a augmenté de 50%. Voilà quelques exemples d'actions qu'on fait. Question pour deux choses que je sais être très importantes pour toi. C'est peut-être des nouvelles manières de faire du rugby. On va parler de rugby à 5. Et puis, j'ai envie qu'on parle aussi du rugby féminin. Ouais. Je sais que c'est deux thématiques essentielles pour toi. Ouais. Peut-être commençons par le rugby féminin. Comment tu le vois aujourd'hui, le nombre de licenciés? Le rugby à 7 est très important, une très belle équipe. Ouais. Donc d'abord, post-Coupe du Monde, 13% de croissance des licenciés globales, mais 19% chez les filles. Donc la Coupe du Monde a eu un impact plus fort sur la pratique féminine que sur la pratique masculine. C'est déjà assez étonnant parce que c'était une Coupe du Monde masculine. Donc il y a un potentiel qui est absolument énorme. Comment est-ce qu'on y arrive ? Plus de clubs. Les filles font des kilomètres que les garçons ne font pas. À nouveau, donc un meilleur maillage. Puisque sur les 2000 clubs, il n'y a pas 2000 clubs qui proposent du féminin. Le rugby à 5 est un moyen de développer du rugby féminin, parce qu'il y a 35% de féminines dans le rugby à 5, alors que pour l'instant, on n'a que 13% de féminines dans le rugby. Tu peux expliquer juste le rugby à 5 rapidement? Alors, le rugby à 5, c'est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement. Ça se joue en mixité, sur des demi-terrains largeur, et on peut jouer dans un gymnase, dans une cour d'école, et c'est accessible jusqu'à 70 ans. C'est un rugby, c'est le rugby que je veux développer dans le monde scolaire. C'est un rugby qui permet à monsieur et madame tout le monde de jouer. Qui n'inquiète pas les parents. Qui n'inquiète pas les parents. Et puis même, tu vois, dans le monde scolaire, tu fais jouer en mixité au foot, les garçons vont s'imposer physiquement et jouer entre eux. Le basket et le hand, qui sont des sports absolument géniaux, il y a des gamins et des gamines qui n'arrivent pas à dribbler. Le volley, la passe au volley est assez compliquée. En fait, le rugby à 5... Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tout le reste est très compliqué et le rugby, c'est très facile. Bon, après, je suis pas objectif. N'est pas totalement objectif, mais en tout cas... Pas du tout objectif. Mais le rugby, c'est très facile, en fait. Il suffit de courir et de faire une passe. Et la passe, tu la fais à la personne à côté de toi. Et donc, ça se joue naturellement en mixité. Surtout quand il n'y a pas de choc et que tu vas pas être plaqué. Donc ça, c'est pour le rugby à 5. Tu augmentes le maillage. Alors non, on était sur le féminin. Tu as fait une petite parenthèse au 5. Tu développes le 5. Tu augmentes le maillage. Tu développes dans le monde scolaire. Tu crées des minimes. Enfin, vers 14-15 ans, les filles commencent à avoir envie de jouer entre elles. Donc tu crées des minimètres à un niveau départemental. Tu incites les clubs tu augmentes l'encadrement féminin parce que tu as une vraie corrélation entre le nombre de dirigeants, arbitreux, éducatrices et le nombre de féminines dans un club. Donc tu féminises les encadrements. Ça, voilà. Et tu favorises des pratiques à effectif réduit, le 5, le 7, où on a une pratique qui s'appelle le X-Rugby qui te permet de jouer à 5, 6 ou 7, parce que c'est plus difficile pour un club qui se lance de créer tout de suite une équipe à 15 que de créer une équipe à 5, 6, 7. Tu parles de maillage. Il y a une stratégie pour justement l'amener aussi le maillage soit meilleur dans le nord, dans l'est. C'est pour ça que post-Coupe du Monde, je fais 4 jours par semaine sur le terrain. Parce que qui je vais voir? Je vais voir les clubs bien sûr, mais je vais voir aussi les maires, les régions, les départements, en leur disant « investissez dans le rugby, vous allez investir dans la société ». Je ne veux pas parler, de même que moi au gouvernement, je ne veux pas parler qu'à la ministre des Sports, même si je la trouve formidable et je pense que c'est une femme courageuse, mais je veux parler au ministre de la Santé, je veux parler au ministre de l'Éducation nationale, je veux parler au ministre du Travail. Et les mairies, c'est pareil, il ne faut pas qu'on parle juste aux adjoints au sport, il faut qu'on comprenne que le rugby est un enjeu sociétal. On parlait de la Coupe du Monde qui a eu lieu. J'étais très étonné, très heureux de voir que la France l'avait gagnée,
très étonné. Elle avait remporté. Non, qu'elle avait gagné, excuse-moi, qu'elle avait remporté, que ça se joue ici, évidemment. Tu as compris que malheureusement, tu me rouvres encore cette cicatrice. On l'a été volé, tu le sais, tout le monde le sait. Bon, donc voilà. Là où j'étais étonné, c'est quand tu as annoncé les chiffres et quand les chiffres étaient catastrophiques. Enfin, on est à un niveau de catastrophe absolue pour une fédération qui était portée par toi. Alors, évidemment, c'était gagné par la présidence précédente, mais comment on peut être aussi loin? La Coupe du Monde est un succès financier. D'accord. Excuse-moi. Alors, attends, je recommence. La Coupe du Monde est un succès financier, je t'entends. Mais par rapport aux projections qui avaient été faites, mais toi en tant qu'entrepreneur, c'est le pire que j'avais imaginé. Donc d'une part, j'ai la situation à la Fédération française de rugby où il y a 40 millions d'euros de déficit d'exploitation sur les 2 dernières saisons. Et d'autre part, tout le monde me dit oui, mais il y a la Coupe du Monde qui va nettoyer tout ça. Et en fait, la Coupe du Monde... Vous n'êtes pas contrôlé? Attends, excuse-moi, vous n'êtes pas contrôlé? Je vais rentrer dans les détails. La Coupe du Monde à date... L'impact sur les comptes de la fédération, et qui est un succès économique. Et superbe. Événement en tant que tel. Super événement médiatique, économique, ça a donné une image fabuleuse du rugby, mais tel que la répartition du résultat se fait, la fédération pourrait se retrouver avec une perte de 7 millions d'euros à date aujourd'hui. Parce qu'il y a de l'argent pour la Ligue nationale de rugby, il y a de l'argent pour les villes hautes, il y a de l'argent... Tout le monde ça a été un succès pour tout le monde. Sauf pour la Fédération française de rugby. Donc je suis en train d'en discuter. J'espère bien qu'on va réussir à trouver un meilleur équilibre et revenir un peu à la raison. Ce serait quand même insensé que la Fédération française de rugby soit la seule à ne pas gagner d'argent dans cette Coupe du Monde, ce dont on discute. Parlons des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tu en as parlé, merci beaucoup. Tu sais que je suis un administrateur de ces Jeux, un ambassadeur de ces Jeux, et que j'aime en plus beaucoup notre meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. Je ne m'arrête pas là-dessus. Il a décidé de jouer le tournoi de rugby à 7. Tu as entendu ça? Il t'en a parlé? Ça a été facile à valider? Il est venu voir la fédération? Écoute, il a émis l'envie de faire les Jeux Olympiques. Et moi, je pense que quand tu as un sportif comme ça, qui a envie de participer à un événement aussi phénoménal que les Jeux Olympiques et Paralympiques, tu te mets en 4 pour trouver une solution. Et donc, c'est la consigne que moi j'ai donnée à la fédération. Et en fait, ça s'est très bien passé avec le Stade Toulousain, son club, avec lui, avec les entraîneurs de l'équipe de France à 7, parce qu'il fallait quand même aussi qu'eux disent, qu'ils valident le principe. Bon, ils ont trouvé que Antoine avait quand même des qualités. Et puis, on s'est mis d'accord pour trouver une solution financière, économique, pour lui permettre de faire ça. Et je trouve ça formidable. Mais j'adore... Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais franchement, je ne connais pas aussi bien que toi, mais je sais un truc, c'est qu'il a vraiment l'esprit rugby. Parce que la manière dont, l'humilité avec laquelle il rentre dans l'équipe de France à 7, tu vois, à un moment, il y avait une conférence de presse qui était envisagée, et pour un peu annoncer l'arrivée d'Antoine Dupont. Et en fait, il n'a pas voulu, et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais en fait, il a complètement raison. Parce qu'il ne voulait pas être le Deus ex machina, le mec qui arrive, c'est moi Antoine Dupont, et vous allez voir, je vais vous expliquer le set. Il veut gagner sa place. Et ça, c'est l'esprit du rugby. Et donc, le meilleur joueur du monde, là, comme tu dis, il a... Oui, mais tu sais quoi, c'est certainement aussi une... C'est peut-être ça qui fait qu'il est hors norme. Il est hors norme. Il a une humilité incroyable. Ton pronostic pour les Jeux Olympiques en 7 féminin, en 7 masculin? Médaille, double médaille. Double médaille d'or, t'allais le dire. Voilà, double médaille d'or, c'est magnifique. On parlait de ta vie d'entrepreneur. Question, et pour te poser la question, j'ai demandé à un autre ami, une autre pause amicale. Bonjour Florian, c'est Stéphane Nomis. J'aimerais te poser 2 petites questions. Comment arrives-tu à gérer ton entreprise personnelle et ta grande fédération? Et y a-t-il des parallèles entre les deux? Donc question, là, quelqu'un aussi qu'on aime beaucoup, ici, Stéphane Nomis, qui est donc un entrepreneur comme toi. Sa entreprise ne s'appelle pas Cospirit, mais s'appelle Hippon. Il est président d'une fédération, c'est pas la fédération de rugby, c'est la fédération de judo, donc il y a un parallèle assez incroyable. Il est comme toi, c'est un ancien sportif, il a été champion de France, lui, champion de France, exceptionnel, d'une humilité incroyable, une personne que j'aime profondément, et qui te pose cette question-là. Comment arrives-tu à gérer? C'est militaire, ça peut être que militaire, est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que tes équipes t'aident beaucoup là-dedans? Écoute, bon d'abord, la différence, c'est l'exposition médiatique. Mais j'ai toujours
consacrer du temps au rugby en parallèle de ma vie, qu'elle soit étudiante ou ma vie professionnelle. Puisque président de club, c'est un boulot de dingue. Président de ligue, c'est un boulot de dingue. Et président de fédération, c'est un boulot de dingue. Voilà. Maintenant, opérationnellement, comment je fais ? Je fais le lundi et mardi, je les consacre à ma société, Cospirit, à Paris, ou à Lyon, parce que j'ai 200 personnes à Lyon. Le mercredi, je suis à Marcoussis. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais le Tour de France. Avec ma femme. Ton épouse, elle est tout le temps avec toi ? Elle n'est pas tout le temps avec moi, mais souvent avec moi. Et en fait, je bosse 7 jours sur 7 sur à peu près tous les sujets. On peut travailler en remote aujourd'hui, on peut travailler en distance. Voilà. Et comment c'est possible ? C'est possible parce que c'est mon alignement. J'aime ce terme-là. Comme je te l'ai dit, j'ai écrit un livre qui est publié le 13 mars sur ce sujet. La vraie vie, elle commence par définir son alignement. Il s'appellera Pause, ce livre-là, et pour une vie alignée, thème que j'aime beaucoup comme toi. Et tu dis ça, si on est aligné, si on est cohérent avec ses envies, il n'y a pas de sacrifice. Et c'est un peu ce que tu dis là. En fait, tu travailles 7 jours sur 7, tu fais du co-spirit, tu fais de la fédération, tu es sur le terrain, et j'entends pas chez toi cette idée de sacrifice. Ah ben, pas du tout. Pas du tout sacrificiel. Non, pas du tout. J'ai le sentiment de faire. Je me suis jamais senti aussi cohérent et aussi aligné. Je suis exactement dans ce dont dans ce qui sort de moi. Tu m'en parlais de la parabole des talents. Tu te retrouves là où ton talent doit t'amener. Oui, ou là où les circonstances m'ont amené, mais en tout cas, je cherche cet impact sociétal, je cherche... dans l'entreprise aussi, j'essaie de donner du sens. Je vous propose maintenant une pause musicale. Florian, quelle est ta chanson culte ? Il y a un film qui s'appelle Cabaret, qui m'a beaucoup marqué. Et il y a un film il y a une chanson un moment sur la montée du nazisme. Qui exprime la montée du nazisme, qui est assez impressionnante. C'est dans un petit village, et tu as une chanson qui commence de manière très douce, presque doucereuse, avec des voix d'enfants, et puis petit à petit tout le monde l'entonne, et la chanson devient extrêmement forte. C'est pas une belle chanson, parce que mais c'est une chanson qui prend aux tripes tellement elle fait peur. On l'écoute. Summery one, the stag in the forest runs free, but gather together to greet the storm tomorrow. Florian, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.